Elle s'est moquée de sa pauvreté, a piétiné son amour, et l'a abandonné avec 2 bébés en pleurs dans un berceau en bois. Mais des années plus tard, quand le monde scandait son nom et que leurs jumeaux régnaient sur un empire, elle est revenue frapper à sa porte, ruinée, tremblante, implorant sa pitié. C'est seulement alors qu'elle a compris ce qu'était la véritable richesse. N'oubliez pas de vous abonner, et cliquez généreusement sur le bouton « J'aime », car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez de cette histoire. La neige se pressait contre la vitre de la cabane comme des fantômes au ralenti. Robinson se tenait près du berceau, berçant 2 petits paquets emmaillotés dans un tissu bleu délavé. Le feu s'était presque éteint, et l'air sentait le pain humide et les cendres. Ses doigts tremblaient tandis qu'il bordait la couverture autour des petits poings d'Hamilton. Milton dormait la bouche entr'ouverte, ses petits souffles de rêve s'échappant dans la nuit. Il pouvait encore entendre la voix de Chamberlain flotter dans la pièce, tranchante et définitive. Elle se tenait sur le pas de cette même porte il y a 1 heure à peine, son manteau frôlant le cadre, son parfum trop fort pour un lieu qui sentait la sueur et le lait. Elle avait dit qu'elle en avait assez de vivre ainsi, assez des dîners aux chandelles qui étaient de vraies bougies et non des lustres, assez des rêves qui se construisaient au prix de la faim. Elle avait dit que l'amour sans confort était un autre mot pour la folie. Robinson ne l'avait pas supplié. Il l'avait seulement regardé ranger sa dernière robe de soie dans une valise qui paraissait plus grande que leur table de cuisine. Il avait proposé de la raccompagner jusqu'à la calèche, mais elle s'était détournée. Le bruit de ses talons crissant dans la neige avait été la dernière berceuse avant que le silence ne prenne le dessus. Maintenant, avec les jumeaux respirant doucement à ses côtés, il murmurait pour lui-même, des mots oscillant entre la culpabilité et la prière. Il leur dit qu'il leur donnerait ce qu'elles n'avaient pas eu la patience d'attendre. Qu'il ferait plier le monde à leur nom, même si ses mains devaient saigner pour le façonner. Le vent gémissait à travers les fentes du toit. Son ombre s'étirait au-dessus du berceau comme un vœu gravé dans l'obscurité. Il embrassa le front de chaque bébé et murmura de nouveau leur nom, Hamilton, le penseur. Milton, la lumière. Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant les empreintes de Chamberlain jusqu'à ce que le chemin paraisse vierge, comme si elle n'avait jamais été là. Quand le matin arriva, le feu était froid, mais une nouvelle résolution brûlait tranquillement dans la poitrine de Robinson. La cabane était pauvre, mais le cœur qui l'habitait ne l'était pas. À l'aube, la hache de Robinson avait déjà frappé sa première bûche. La forêt derrière la cabane résonnait de son rythme, frapper, soulever, respirer, promettre. Les jumeaux, emmitouflés dans un panier tressé près de son établi, le regardaient avec de grands yeux qui semblaient en comprendre plus qu'ils ne le devraient. L'odeur de la sueur emplissait ses poumons. Chaque planche qu'il coupait devenait du pain, du lait, un lendemain. Les villageois passaient parfois, échangeant des pièces, de la farine ou des œufs contre des meubles. Ils l'appelaient « l'homme tranquille aux mains de miracle ». Il souriait poliment, ne mentionnant jamais le côté vide de son lit. À midi, il s'asseyait sous le chêne, rompait une miche de pain de seigle et la ramollissait dans l'eau pour que les bébés puissent goûter les miettes sur son doigt. Il riait quand ils essayaient d'attraper sa barbe, son cœur s'élargissant assez pour oublier la faim un instant. Les soirées étaient plus douces. Il les plaçait près de la bougie, fredonnant une berceuse que sa mère chantait autrefois lorsque les tempêtes griffaient le toit. Les notes étaient fragiles, mais l'amour qu'elles contenaient ne se brisait jamais. Les voisins demandaient parfois pourquoi Chamberlain était parti. Robinson disait seulement que tout le monde n'était pas fait pour les miracles silencieux. Puis il souriait, s'essuyait les mains sur son tablier et continuait de sculpter. Les mois se transformèrent en années. Il apprit à cuisiner, à recoudre les chemises déchirées, à tresser de minuscules cheveux. Il vendait des chaises, des tables, des berceaux, des morceaux de patience façonnés dans le deuil. Quand la nuit tombait, l'atelier brillait comme une lanterne dans la vallée sombre. 2 petites ombres dansaient sur ses murs, applaudissant aux étincelles du feu, l'appelant « Papa » à l'unisson. Et dans ces petites voix, Robinson trouva ce que les richesses ne pourraient jamais acheter, un but, enveloppé de rire et d'éclats de bois. Le printemps arriva avec une pluie tenace. L'arrière-cour se transforma en boue, et les bottes de Robinson s'enfonçaient à chaque pas. Les jumeaux, maintenant âgés de 6 ans, le suivaient, leur rire résonnant dans les flaques. Il leur montra comment planter des graines dans la terre, expliquant que les bonnes choses poussent lentement. Ils demandèrent pourquoi leur mère ne revenait jamais. Robinson fit une pause, la pluie dégoulinant de son front, et dit doucement que certains cœurs sont faits pour chasser le tonnerre, tandis que d'autres trouvent la paix sous la pluie. Hamilton écoutait, calme et pensif. Milton prit de la boue dans ses paumes,
prétendant construire un château. Ils rivalisaient pour savoir qui planterait les rangées de haricots les plus droites. Ils les laissaient gagner à chaque fois. Les soirées apportaient des leçons sur le porche. Robinson gravait des chiffres sur des blocs de bois, leur apprenant à compter les clous, à mesurer la patience. L'odeur de la terre se mêlait à celle du pain tandis qu'il récitait des additions sous les étoiles. Quand la pluie cessa enfin, le champ derrière le chalet fit germer de timides pousses vertes. Les jumeaux crièrent de joie, courant pieds nus à travers les rangées de vie nouvelles. Robinson s'appuya sur sa bêche, souriant au ciel. Il pensa à Chamberlain, non avec amertume, mais avec une douleur lointaine, comme une vieille écharde cicatrisée. Il réalisa qu'il avait tout ce qu'elle n'avait pas su voir, le rire sans coup, la loyauté sans or, et un foyer qui survivait à l'absence. La nuit, il borda les jumeaux en murmurant, « Un jour, cette boue se transformera en marbre sous vos pieds. » Ils le crurent, car les pères qui travaillent avec foi mentent rarement. L'été où Chamberlain revint, l'air semblait étrange, trop calme, trop lumineux. Robinson était en train de poncer un berceau quand il entendit le bruit de pneus sur le gravier. Peu de voitures s'aventuraient aussi loin dans la vallée. Il sortit, essuyant la sueur de son front. La décapotable rouge paraissait déplacée dans ce monde simple et brun. Quand Chamberlain en sortit, ses lunettes de soleil brillèrent comme un défi. Foulard de soie. Boucle d'oreille en diamant. Un parfum assez puissant pour effacer l'odeur de la sueur. Pendant un battement de cœur, le temps se replia. Robinson ne vit pas la femme qui était partie, mais le fantôme de ce dont ils avaient autrefois rêvé ensemble. Puis le marteau dans sa main lui rappela que les fantômes n'aident pas à élever des enfants. Les jumeaux se tenaient sur le porche, Hamilton avec le regard méfiant de son père, Milton avec une curiosité trop innocente pour être cachée. Les yeux de Chamberlain vacillèrent en les voyant. Elle dit qu'elle était venue voir comment ils avaient tourné, comme s'ils étaient des plantes de jardin qu'elle avait un jour oublié d'arroser. Robinson lui offrit une chaise. Elle refusa, craignant la poussière. Il lui offrit de l'eau. Elle accepta, buvant à petites gorgées comme une étrangère testant un poison. Son regard parcourut la cour, s'attardant sur le toit affaissé, les jouets en bois éparpillés sur le sol. Hamilton murmura à Milton qu'elle sentait comme les magasins du centre-ville. Milton demanda si elle était riche maintenant. Robinson les fit taire doucement. Chamberlain parla des lumières de la ville, des hôtels de luxe, des fêtes qui duraient jusqu'à l'aube. Ces mots semblaient lourds, comme quelqu'un qui répète le bonheur. Quand les jumeaux ne répondirent pas, elle posa son verre et dit qu'elle devait y aller. Robinson hocha simplement la tête. Il ne demanda rien, pas même une explication. Alors que sa voiture disparaissait sur la route, il resta silencieux, ses doigts se resserrant sur le marteau. Cette nuit-là, les jumeaux demandèrent si elle reviendrait. Il dit que peut-être, mais de ne pas attendre. Puis il les borda plus étroitement, comme on protège un trésor des voleurs que le monde a un jour envoyés pour dérober la paix. L'automne balaya le Kentucky avec des couleurs de feu et de rouille. Les jumeaux, maintenant âgés de 8 ans, fréquentaient la petite école du village. Ils transportaient leur déjeuner dans des sacs en papier brun et portaient des chaussures aux semelles rapiécées. Les enfants des marchands se moquaient d'eux entre les cours, les appelant « les restes du menuisier ». Un après-midi, pendant la récréation, un garçon poussa Milton dans la terre et rit. Hamilton se précipita, les poings serrés. Avant que les coups ne pleuvent, la cloche de l'enseignante les sauva. Mais l'humiliation persista plus longtemps que les bleus. Ce soir-là, Hamilton refusa de manger. Robinson demanda ce qui s'était passé. Elle garda les yeux fixés sur la table et marmonna à propos des rires, du sentiment d'être petite. Il écouta tranquillement, puis posa une main sur la sienne, rugueuse et chaude. Il lui dit que la richesse mesurée en pièces de monnaie s'estompe, mais que la richesse mesurée en courage se multiplie. Milton leva les yeux, demandant si le courage pouvait acheter de nouvelles chaussures. Robinson gloussa doucement, disant qu'un jour, le courage pourrait acheter l'usine entière. Ils rirent alors, et quelque chose s'allégea dans la pièce. Quelques semaines plus tard, Hamilton commença à passer ses soirées à lire des livres empruntés à l'enseignante, Madame Palmer, une veuve qui voyait du génie là où d'autres ne voyaient que la pauvreté. Milton se joignit à elle, curieux des moteurs et des fils électriques. Robinson leur construisit un petit bureau avec des planches restantes, gravant leurs initiales sur le dessus. La cour de l'école changea. Aux examens, Hamilton obtint les meilleurs résultats de la classe, suivi de près par Milton.
Les mêmes enfants qui s'étaient moqués d'eux chuchotaient maintenant leur admiration. Madame Palmer rendit visite à Robinson un dimanche, lui disant que ses enfants pourraient changer le monde. Il sourit, cachant des larmes dans les plis de sa barbe. Cette nuit-là, Hamilton écrivit dans son carnet, « Un jour, ils envieront notre histoire. » Milton hocha la tête à côté d'elle, les yeux brillants d'un feu nouveau. Dans le coin de la pièce, Robinson murmurait sa prière nocturne, non pour la richesse, mais pour que le rêve reste bienveillant même lorsque le monde deviendrait cruel. Dehors, le gel rampait lentement sur les champs, mais à l'intérieur de cette humble cabane, la chaleur de la promesse brûlait plus fort que n'importe quelle lumière de la ville. La chaleur estivale persistait comme du miel sur la vallée du Kentucky. Le marteau de Robinson frappait au rythme des cigales, chaque coup s'élevant dans l'air de l'après-midi comme un battement de cœur contre le silence. Les jumeaux avaient maintenant 12 ans, assez grands pour atteindre son établi mais encore assez légers pour s'y asseoir. Il leur construisit un petit bureau en bois à côté du sien. Le grain du bois brillait comme de l'ambre sous l'huile. Il leur dit que ce n'était pas juste un bureau, c'était un hôtel où les idées grandiraient. Hamilton traça la surface avec des doigts respectueux, murmurant qu'elle pouvait déjà sentir quelque chose de vivant dans le bois. Milton sourit, disant que peut-être l'électricité y dormait. Ils avaient commencé à démonter des radios cassées, des horloges, tout ce qui faisait tic-tac ou produisait des étincelles. Leur fascination pour les fils effrayait les poules et amusait les voisins. Robinson ne comprenait pas la moitié de ce qu'il construisait, mais il comprenait la même fin qu'il avait autrefois pour l'artisanat. Les soirées étaient un collage d'expériences et de rires. Les jumeaux se blottissaient près de la lampe, dessinant des circuits à la craie sur le mur. Hamilton imaginait de petits appareils qui pourraient faire parler les fermiers à des kilomètres de distance. Milton voulait une lumière qui ne s'éteindrait jamais. Ils se disputaient gentiment, le papier éparpillé partout. Robinson s'asseyait souvent près de la porte, regardant la lueur éclairer leur visage. Il voyait les pommettes saillantes de Chamberlain chez Hamilton, mais rien de sa fierté, il voyait sa grâce chez Milton, mais tempérée par l'humilité. Quand une de leurs réparations de radio grésilla pour la première fois, Hamilton halta, pressant son oreille contre l'appareil. La voix faible d'un prédicateur résonna à travers les parasites. Milton faillit renverser la lampe d'excitation. Robinson sentit une boule se former dans sa gorge. Il murmura que ce son, né du silence, était la preuve que la patience engendre des miracles. La nouvelle se répandit dans la vallée. Les fermiers apportèrent des grille-pains cassés, des lampes, et même un vieux phonographe. Les enfants du menuisier devinrent les réparateurs miracles de la ville. Ils gagnèrent d'abord des centimes, puis des dollars. À chaque réparation, Robinson leur faisait répéter la même leçon, la richesse ne vaut la peine d'être conservée que si elle allège la vie des autres. La nuit, quand les jumeaux dormaient enfin, ils touchaient le petit bureau qu'il avait construit pour eux. Sa surface était maintenant marquée, pleine de brûlures et de taches d'encre, mais pour lui, il brillait comme de l'or. Le monde au-delà du Kentucky ne le savait pas encore, mais à l'intérieur de cette petite cabane, deux esprits venaient d'apprendre comment transformer la lutte en lumière. L'hiver arriva tôt cette année-là, doux et argenté, givrant les vitres tandis que l'espoir réchauffait l'intérieur. Robinson se réveilla au son de pas, Hamilton courait sur le porche, criant que le facteur était là. La lettre portait un sceau bleu, un papier plus épais que d'habitude. Hamilton la déplia avec des mains tremblantes tandis que Milton lisait à haute voix. Les mots frappèrent comme le tonnerre, ils avaient tous les deux remporté des bourses complètes pour étudier la technologie à Louisville. Frais de scolarité, logement, livres, tout était couvert. Pendant un long moment, personne ne parla. Puis des rires éclatèrent de leur petite chambre comme une tempête qui se déchaîne. Hamilton s'accrocha à son père, le faisant presque tomber. Milton la souleva par la taille et la fit tourner jusqu'à ce que la lumière de la bougie devienne floue. Robinson essaya de relire la lettre, mais les larmes brouillaient les mots. Les jours suivants furent remplis de préparatifs. Il raccommoda leurs vieux manteaux, cousit leurs noms sur des sacs en tissu, et leur apprit à gérer l'argent. Les nuits étaient plus calmes, il les regardait faire leurs bagages, feignant de ne pas sentir le vide se creuser dans sa poitrine. Lors de leur dernière soirée, ils s'assirent près du feu en mangeant du ragoût. Hamilton lui dit qu'elle enverrait des lettres chaque semaine. Milton promit de venir à chaque vacances. Robinson sourit, bien que le silence sous son sourire dise tout. Quand le train de l'aube siffla, la vallée se rassembla pour leur dire au revoir. Madame Palmer, l'enseignante, tendit une Bible à Hamilton et une petite boîte à outils à Milton.
Les jumeaux firent signe de la main jusqu'à ce que le train ne devienne qu'un fil d'argent disparaissant dans le brouillard. De retour à la maison, Robinson s'assit près du bureau vide. La radio sur l'étagère jouait un hymne à travers de faibles parasites. Il murmura que ces petits oiseaux s'étaient envolés. Loin de là, à Louisville, les jumeaux entrèrent dans un monde qui sentait l'essence et l'ambition. La ville rugissait autour d'eux, néons, larges rues, étrangers pressés. Ils travaillaient à temps partiel dans des cafés, dormaient peu, codaient tard. Chaque soir, ils appelaient à la maison. La voix de Robinson au téléphone était toujours stable, « Gardez vos cœurs purs ». À des kilomètres de là, à Chicago, Chamberlain ouvrit un journal et se figea. Le titre disait « Les jumeaux d'un menuisier remportent une bourse d'État en technologie ». Ses doigts manucurés tremblèrent. Elle déchira l'article, le plia soigneusement et le cacha dans son tiroir, murmurant « Mes enfants ». Pour la première fois depuis des années, le miroir ne lui sourit pas en retour. Les nuits de Louisville vibraient de possibilités. Les jumeaux louèrent une petite chambre mansardée au-dessus d'une boulangerie qui sentait toujours le sucre et la levure. Le loyer était bas parce que le plafond fuyait, mais cela ne les dérangeait pas, les rêves fuyaient aussi, et ils en avaient à revendre. Ils passaient leur journée dans des salles de classe remplies d'écrans lumineux et leur nuit à imaginer des idées jusqu'à l'aube. Un soir pluvieux, Hamilton dessina un diagramme sur le mur avec de la craie, des lignes reliant les agriculteurs aux acheteurs, les champs au marché. Milton regarda, les yeux brillants. Il dit qu'il pourrait en faire une application. Hamilton l'appela Harvest Link. Ils dessinèrent sans fin, ne s'arrêtant que pour des nouilles instantanées. Leurs doigts se couvrirent d'ampoules à force de taper, mais leur cœur battait d'énergie. Ils présentèrent l'idée à des investisseurs, des salles remplies de costumes et de scepticisme. La plupart rirent. Certains offrirent un refus poli. Mais un vieil homme nommé Franklin, propriétaire d'une entreprise de fournitures agricoles, se pencha en avant pendant leur présentation, étudiant l'étincelle dans leurs yeux. Il leur demanda ce qui les motivait. Hamilton répondit, « Parce que notre père nous a nourris avec des mains calleuses. Nous voulons que les agriculteurs gagnent ce qu'ils méritent. » Franklin hocha lentement la tête et leur tendit un chèque modeste. Changer le monde, les enfants. Cette nuit-là, ils s'assirent sur le toit de la boulangerie, la pluie tapotant la tôle au-dessus d'eux. Milton dit que c'était comme si l'univers les avait enfin remarqués. Hamilton murmura que l'univers les avait toujours observés, il attendait simplement qu'ils soient prêts. Ils construisirent la première version de Harvest Link en 2 mois, codant pendant Noël, partageant un seul radiateur. Lorsque le site fut mis en ligne, la première commande vint d'un agriculteur à 2 villes de là. Puis 10 autres. Au printemps, l'application se répandit dans le Kentucky comme une rumeur portée par le vent. De retour à la maison, Robinson emprunta la vieille télévision d'un voisin pour voir le reportage sur ses enfants. Le journaliste les appelait « la fierté de la vallée ». Il resta assis, les mains jointes, souriant à travers ses larmes. Il avait construit des meubles toute sa vie, mais rien d'aussi durable qu'eux. Chaque lettre qu'ils envoyaient contenait une photo, des ordinateurs portables sur des bureaux encombrés, des visages souriants éclairés par des écrans, des tasses de café empilées comme des trophées. Il les gardait toutes dans une boîte en bois à côté de son lit. Le monde au-delà de leur cabane entendit enfin ce que l'amour peut construire à partir du silence. Le printemps apporta le tonnerre et les gros titres. Harvest Link révolutionne le commerce rural, déclarèrent les journaux. L'application tripla les revenus des agriculteurs en quelques mois. Hamilton et Milton devinrent des légendes locales, interviews, conférences, photos dans des magazines sur papier glacé. Pourtant, la célébrité ne changea pas leur rituel. Hamilton appelait toujours Robinson chaque soir. Milton demandait toujours des nouvelles du jardin et si le toit fuyait encore. Un après-midi, un journaliste visita le vieil atelier pour filmer un documentaire. Robinson portait sa meilleure chemise, nerveux sous la lumière des caméras. Il parla doucement de la façon dont il les avait élevés, des jours couverts de boue et des leçons à la lueur des bougies. L'équipe repartit en larmes. Lorsque le reportage fut diffusé, le Kentucky pleura de fierté. Les jumeaux rentrèrent à la maison cet été-là, arrivant dans une voiture empruntée, transportant des ordinateurs portables et des rires. La cabane semblait plus petite qu'ils ne s'en souvenaient, mais plus chaleureuse. Robinson avait poli le bureau en bois qu'ils utilisaient autrefois. Ils cuisinèrent ensemble ce soir-là, Hamilton brûlant le ragoût, Milton réparant la cuisinière. L'air se remplit de bruit et de joie. Après le dîner, ils tendirent à leur père une enveloppe scellée,
assez d'argent pour reconstruire la maison. Robinson refusa d'abord, disant qu'il avait tout ce dont il avait besoin. Ils insistèrent. Dans la ville, Chamberlain regarda le même documentaire à la télévision. La lumière de l'écran rendait ses diamants ternes. Son mari, riche et indifférent, demanda qui ils étaient. Elle dit doucement « Mes enfants ». Il rit, pensant que c'était une blague. Mais son silence s'étira jusqu'à ce qu'il la regarde à nouveau et voit la vérité dans sa main tremblante. Cette nuit-là, elle se versa du vin, mais il avait le goût du regret. Le lendemain matin, la maison de Robinson se remplit de voisins apportant des cadeaux. Quelqu'un envoya des fleurs. D'autres des enveloppes. Mais Robinson sourit simplement et dit que les bénédictions sont mieux reçues par le travail. Hamilton et Milton l'aidèrent à construire un nouveau porche, leur rire résonnant à travers les collines. Quand ce fut terminé, ils s'assirent sous le ciel du soir, sirotant du thé, parlant des prochaines étapes pour Harvest Link. Robinson les regarda et pensa de nouveau à Chamberlain, non avec amertume, mais avec une pitié silencieuse. Elle était partie à la recherche d'or et avait manqué le filon de lumière enfoui juste devant elle. Il dit à ses enfants qu'il portait plus que son nom, il portait un héritage façonné de la douleur à la raison d'être. Ils hochèrent la tête, ne réalisant pas encore le poids que ces mots porteraient bientôt. La tempête qui arriva ce soir-là n'était pas météorologique, c'était le destin qui frappait à la porte. Robinson venait de finir de sculpter un berceau pour un voisin quand des phares percèrent la pluie. Une élégante voiture noire s'arrêta au portail. Le son du moteur était étranger, cher et nerveux à la fois. Chamberlain en sortit lentement, vêtu non de rouge mais de gris. La soie et les diamants avaient disparu, à leur place pendait une humilité cousue d'épuisement. Ses cheveux, autrefois sa couronne, étaient humides et collés à son visage. Elle serrait un sac à main en cuir usé, du genre qui murmure la survie, pas le style. Elle se tint sur le porche, frissonnante. Pendant un instant, le seul son fut celui de la pluie tapant contre le toit. Robinson ouvrit la porte, incertain si ses yeux le trahissaient. Elle réussit à prononcer son nom, à peine plus fort que la tempête. Elle dit qu'elle n'avait nulle part où aller. Hamilton apparut derrière son père, maintenant adulte, les yeux vifs comme du silex. Milton se tenait à ses côtés, les bras croisés. Le silence de Robinson s'étira comme une corde entre eux. Il pensa aux nuits qu'il avait passées à bercer seul les bébés, à la boue, au rire qu'elle n'avait jamais entendu. Il pensa à chaque promesse qu'il avait murmurée aux jumeaux quand elle était partie. Puis il s'écarta et dit doucement « Entre ». Chamberlain hésita, comme si elle franchissait une ligne sacrée. La maison sentait le pain cuit et la sûre, l'odeur d'une vie construite sans elle. Elle regarda autour d'elle, les yeux se posant sur le bureau, les outils, les photographies. Chaque objet semblait l'accuser et la pardonner à la fois. Hamilton lui offrit une serviette sans un mot. Milton alla chercher du thé. Il se déplaçait autour d'elle poliment, non cruellement, mais avec précaution, comme on manipule du verre qui a autrefois coupé trop profondément. Le dîner ce soir-là fut silencieux. Le cliquetis des fourchettes contre les assiettes était plus fort que la conversation. Chamberlain essaya de sourire, de trouver le fil de la maternité qu'elle avait un jour coupé. Elle dit que les jumeaux avaient tellement grandi, qu'ils avaient si bien réussi. Hamilton répondit doucement que les gens grandissent quand ils doivent se tenir seuls. Milton ajouta que le travail nourrit mieux que l'orgueil. La gorge de Chamberlain se serra. Robinson la regarda, ses yeux plus doux que son cœur ne le permettait. Il lui dit de manger. Elle hocha la tête, incapable de goûter la nourriture qui sentait un pardon qu'elle n'avait pas encore mérité. Après le dîner, Hamilton se leva la première. Elle dit à son père qu'elle avait fait la vaisselle. Avant de partir, elle regarda sa mère et lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il n'était plus en colère. Ils n'étaient simplement plus les enfants dont elle se souvenait. Ces mots flottèrent dans la pièce comme une cloche finale marquant la fin d'une ancienne vie. Chamberlain resta assise longtemps après que tout le monde fut allé se coucher. La maison craquait doucement, le feu s'éteignait. Elle regarda les outils de Robinson, la photo des jumeaux en bas âge, le berceau en bois près du mur. Elle murmura qu'elle était venue voir comment ils avaient tourné, mais ce qu'elle vit à la place, c'est ce qu'elle était devenue, quelqu'un d'inconnaissable, plus petit que sa propre ombre. Quand elle s'allongea enfin sur le canapé, l'aube avait déjà commencé à filtrer par la fenêtre. Dehors, la pluie avait cessé, et quelque part au loin, un coq chanta. À l'intérieur de la petite maison qu'elle avait autrefois abandonnée, l'air était lourd de quelque chose de nouveau,
pas encore le pardon, pas encore la paix, mais le début faible et tremblant des deux. L'odeur du poulet rôti aurait dû apporter du réconfort, mais ce soir-là, elle ne fit qu'approfondir le silence. Chamberlain s'assit à table entre ses enfants devenus adultes, incertaine où poser ses mains. La maison semblait trop lumineuse, trop vivante. Elle entendait le doux tic-tac de l'horloge et le faible bourdonnement du réfrigérateur, des sons qui semblaient souligner tout ce qui n'était pas dit. Robinson servit la nourriture avec soin, ses mouvements stables, précis. Il avait appris il y a longtemps que la constance était le plus grand bouclier d'un homme. Il dit le Bénédicité à sa manière tranquille, les yeux fermés, la voix basse. Chamberlain inclina également la tête, bien que les mots s'en mêlent dans sa poitrine. Les jumeaux mangèrent lentement. Hamilton coupa sa viande en tranches nettes, chaque mouvement mesuré. Milton jeta un regard à sa mère, puis se reconcentra sur son assiette. Chamberlain essaya de parler, de trouver une ouverture. Elle dit qu'elle avait entendu parler de Harvest Link, qu'elle était fière. Sa voix se brisa sur le dernier mot. Hamilton ne leva pas les yeux. Elle répondit que la fierté n'avait jamais été ce dont ils avaient besoin. Milton ajouta que la survie ne nécessitait pas d'applaudissements. Les mots tombèrent comme de petites pierres dans un puits profond. Robinson ne dit rien, il continua seulement de manger, bien que ses yeux aussi entrent comme un homme regardant la foudre approcher. Chamberlain posa sa fourchette. Elle regarda les chaises en bois, chacune polie, sculptée par les mêmes mains qu'il avait autrefois supplié de rester. Elle se souvint s'être moquée de son travail, le qualifiant de métier de pauvre. Maintenant, ces mêmes chaises se tenaient autour d'une table remplie d'une chaleur qu'elle ne pouvait plus revendiquer. Hamilton se leva la première. Elle dit qu'elle avait des réunions tôt, qu'elle avait besoin de repos. Avant de quitter la pièce, elle s'arrêta près de sa mère. Sa voix s'adoucit, mais son ton portait une finalité, il n'était plus en colère, il n'était simplement plus les enfants qu'elle avait laissés derrière elle. Chamberlain resta immobile longtemps après que la vaisselle fut débarrassée. Robinson lui apporta du thé. Elle essaya de le remercier, mais il hocha seulement la tête. La vapeur s'éleva entre eux, brouillant son visage comme un souvenir. Quand il se tourna pour partir, elle murmura dans le silence, « Je suis désolé ». Il ne se retourna pas, mais sa pose sur le seuil lui dit qu'il avait entendu. La nuit s'étira, longue et sans sommeil. Chamberlain resta éveillé sur le canapé du salon, fixant les poutres du plafond. Elle craquait doucement avec le vent, lui rappelant les nuits où elle se plaignait de leur bruit, avant de réaliser que le silence pouvait faire bien plus mal. Elle se leva avant l'aube et erra dans le couloir. Les chambres des jumeaux étaient pleines de vie, affiches, récompenses, photos encadrées de conférences, l'odeur de l'ambition. Sur une petite table près du lit d'Hamilton se trouvait une photo de Robinson tenant les jumeaux bébés. Chamberlain la toucha doucement. Dehors, le monde était argenté par le clair de lune. À travers la fenêtre, elle vit la Tesla garée sous le chêne. Son éclat chromé reflétait la lumière du Porsche comme un miroir de tout ce qu'elle avait perdu. Elle se murmura que l'argent ne lui avait jamais apporté la paix. Il avait acheté des robes, des dîners, des chambres d'hôtel, mais jamais des matins remplis de rire, jamais des soirées empreintes d'appartenance. Robinson la trouva là des heures plus tard, debout en chemise de nuit près de la fenêtre. Il ne lui demanda pas pourquoi elle était réveillée. Il lui tendit simplement une couverture et dit que le Porsche serait froid. Ils s'assirent ensemble en silence jusqu'à ce que l'horizon rosisse. Elle lui dit qu'elle avait pensé que l'argent la rendrait libre, mais il l'avait seulement rendue vide. Il ne répondit pas d'abord, il regarda seulement le lever du soleil glisser sur les collines. Finalement, il dit que la liberté sans conscience était une autre sorte de prison. Dans la pièce voisine, Hamilton murmura à Milton que leur mère semblait plus petite, comme si la fierté avait drainé sa couleur. Milton dit que peut-être la vie la repeignait en humilité. Chamberlain entendit leur voix faiblement et pleura silencieusement. Elle ne demanda pas le pardon, elle comprenait maintenant que le pardon n'était pas un mot, c'était une tâche quotidienne, un clou enfoncé dans le bois au fil des années de patience. Ce matin-là, elle prépara du café pour tout le monde avant leur réveil. C'était un petit geste, mais c'était comme recommencer, même si le monde ne l'avait pas encore remarqué. Dès la 3e semaine, le monde remarqua. Le cousin d'un voisin travaillait pour un journal local et prit une photo de Chamberlain sur le Porsche, servant du thé à Robinson et aux jumeaux. Le lendemain matin, la photo était partout, la mère qui était partie, vivant maintenant avec ses enfants milliardaires. Des caméras s'attroupèrent bientôt au portail.
Les journalistes criaient des questions sur la réconciliation, la rédemption, le scandale. Robinson détestait le bruit, il ferma la porte et dit à tout le monde de les ignorer. Mais Hamilton leur fit face. Elle monta sur le porche dans une chemise blanche et une calme assurance, sa voix mesurée et ferme. Elle dit que l'histoire n'était pas celle d'un pardon dû ou pris, mais de seconde chance, et d'une famille apprenant à rester après s'être brisée. Milton la rejoignit, ajoutant que les liens du sang n'étaient pas une question de perfection mais d'endurance. Leur grâce transforma le chaos en applaudissements. Les journalistes écrivirent sur leur humilité, sur l'héritage de leur père, sur la transformation silencieuse de Chamberlain. À l'intérieur de la maison, elle pleura en lisant les articles. Elle ne savait pas si les larmes venaient de la honte ou de la gratitude. Quand les jumeaux revinrent, elle essaya de parler, mais Hamilton l'arrêta doucement et dit que la seule façon d'avancer était la participation, pas les excuses. Si tu restes, alors reste. Ce soir-là, Robinson répara la clôture à la lueur d'une lanterne. Chamberlain se tenait à côté de lui, tenant les clous, essayant d'aider. Elle admit qu'elle n'avait jamais appris à tenir quoi que ce soit de stable. Il lui dit qu'il était encore temps. Sous le bourdonnement des grillons, elle sentit le premier fil fragile de raison d'être se rattacher à son cœur. Les jours redevinrent un rythme, cette fois avec elle à l'intérieur. La fondation des jumeaux pour les étudiants ruraux se développait rapidement. Ils avaient besoin de bras supplémentaires pour organiser les dons et répondre aux lettres. Chamberlain se porta volontaire discrètement, triant les enveloppes, servant les repas lors d'événements, nettoyant après le départ des autres. La première fois que quelqu'un lui tendit un balai, elle hésita, puis le prit sans fierté. Robinson observait de loin, ne commentant jamais mais remarquant la constance dans ses mouvements. Elle ne remplissait plus les pièces de parfum, elle les remplissait de présence. Lors d'un dîner de bourse d'études en ville, elle s'assit au fond, inaperçue. Elle regarda Hamilton parler d'empathie et d'innovation, regarda Hamilton présenter de nouveaux plans pour la connectivité des agriculteurs. Lorsque les applaudissements éclatèrent, Chamberlain s'y joignit doucement, les larmes coulant sans retenue. Après, Hamilton l'approcha, surprise de la trouver encore en train de nettoyer. Elle dit à sa mère qu'elle n'était pas obligée. Chamberlain sourit faiblement et dit qu'elle avait dit la même chose autrefois, avant que la vie ne lui apprenne que le service construit le caractère plus vite que la richesse ne le pourrait jamais. De retour à la maison, elle trouva Robinson en train de sculpter une nouvelle chaise. Il lui tendit un morceau de papier de verre. Elle aida à lisser les bords. Leurs doigts se frôlèrent une fois, une reconnaissance silencieuse que le temps défaisait ce que la colère avait construit. Cette nuit-là, elle s'agenouilla à côté de son lit et murmura des remerciements, non pour le pardon reçu, mais pour la chance de devenir quelqu'un qui pourrait le mériter. Le monde permet rarement à la paix de rester sans épreuve. Un matin, les jumeaux se réveillèrent avec un flot d'alertes, les serveurs de Harvest Link étaient compromis. Des pirates informatiques s'étaient introduits, divulguant des données clients, ébranlant la confiance des investisseurs. Les médias qualifièrent cela de pire moment de l'entreprise. Le téléphone d'Hamilton sonnait sans cesse. Milton travailla des jours sans dormir, les yeux rouges, les mains tremblantes sur le clavier. Robinson leur apportait de la nourriture qu'il touchait à peine. Chamberlain, désespéré d'aider, préparait du café, répondait aux appels, essayait de les réconforter bien que ses mots trébuchent. La nuit, elle priait plus fort qu'elle ne l'avait fait depuis des années, suppliant le même ciel qu'elle avait autrefois ignoré. Le 4e jour, Milton trouva la source de la brèche, un concurrent malveillant essayant de voler des données. Il la colmata, reconstruisit le pare-feu et, à l'aube, annonça que le système était sécurisé. Hamilton tint une conférence de presse cet après-midi-là. Sa voix était rauque mais inébranlable. Elle dit que l'entreprise en sortirait plus forte. Milton ajouta que l'intégrité était leur plus grande technologie. Les applaudissements suivirent, les gros titres changèrent. Les investisseurs revinrent. À la maison, Chamberlain les regarda à la télévision et pleura. Elle réalisa qu'elle était partie autrefois parce que les difficultés l'effrayaient, pourtant ses enfants avaient affronté des tempêtes qu'elle n'aurait jamais survécues. Robinson s'assit à côté d'elle, posant sa main sur la sienne. Il lui dit que les tempêtes ne détruisent pas le bon bois, elles le polissent. Pour la première fois, elle le crut. Quelques semaines plus tard, les jumeaux décidèrent d'emmener leurs parents à l'endroit où tout avait commencé. L'ancienne cabane se tenait toujours au bord de la vallée, affaissée mais tenace. Le porche grinçait sous leurs pieds, et l'odeur de bois humide transportait des souvenirs plus vifs que des couteaux.
Robinson entra lentement, traçant les rainures dans le mur où il avait autrefois marqué la taille des jumeaux chaque année. Hamilton le suivit, portant une plaque de laiton qui disait « Descendre à l'Empire ». Le souffle de Chamberlain se coupa quand elle vit le berceau toujours dans le coin. Elle le toucha avec des doigts tremblants, se souvenant de la nuit où elle était partie, du bruit de la neige sous ses talons. La honte faillit la faire plier. Milton la guida vers la fenêtre, disant doucement que les fantômes perdent leur pouvoir lorsqu'on les affronte en plein jour. Elle sourit faiblement à travers ses larmes. Ils passèrent la journée à nettoyer, riant de vieilles histoires. Robinson répara un volet cassé. Hamilton balaya. Milton retrouva sa petite voiture d'enfant enfouie dans la poussière. Le soir, la cabane brillait sous la lumière du couchant. L'air sentait la rédemption. Chamberlain se tenait dehors, regardant les collines s'embraser d'orange, et murmura qu'elle avait été aveugle mais qu'elle voyait maintenant tout clairement. Milton la serra dans ses bras, disant que la vision attend parfois que les yeux soient fatigués. Pour la première fois depuis des décennies, leur famille se tenait unie sous un même toit, non hantée par le regret, mais bénie par la survie. L'année suivante se déroula comme un printemps après un gel sans fin. Harvest Link s'étendit à des projets d'énergie renouvelable, connectant les réseaux ruraux à des solutions durables. Hamilton mena les négociations avec les partenaires de l'État. Milton constitua des équipes de jeunes développeurs. Robinson, maintenant aux cheveux gris, resta dans le Kentucky, s'occupant d'un petit jardin derrière la nouvelle maison. Chamberlain le rejoignait souvent, aidant à planter des herbes, parlant de choses simples, la pluie, les recettes, les souvenirs. Leur conversation ne tournait plus autour de la douleur, elle dérivait doucement, comme deux rivières trouvant enfin une embouchure commune. Parfois, les voisins s'arrêtaient pour les saluer, chuchotant à quel point leur histoire était devenue inspirante. Chamberlain souriait toujours et disait qu'elle était simplement reconnaissante pour les matins qui ne commençaient pas par la culpabilité. Les jumeaux achetèrent un terrain à proximité et construisirent un bureau qu'ils nommèrent la Tour Robinson. Lorsqu'ils dévoilèrent l'enseigne, la foule éclata en applaudissements. Robinson rougit, murmurant qu'il n'était pas celui qui construisait des tours, seulement des tables. Hamilton rit, disant que ces tables leur avaient appris à construire des fondations. Plus tard dans la nuit, la famille dîna sous des guirlandes lumineuses dans le jardin. Des lucioles scintillaient entre eux. Chamberlain regarda autour d'elle, les yeux calmes de son mari, le rire de ses enfants, et réalisa que la pauvreté n'avait jamais été l'ennemi. L'orgueil l'avait été. Robinson prit sa main, la rugueuse rencontrant la douce, et lui dit qu'elle était enfin rentrée à la maison. Elle leva les yeux vers le ciel nocturne, où les étoiles brillaient comme des bougies lointaines, et murmura qu'elle n'avait jamais su que le pardon pouvait être si silencieux, si complet. La salle de bal du gouverneur scintillait d'une lumière qui semblait presque liquide. Des lustres dégoulinaient d'or sur des sols en marbre poli, et le doux bourdonnement des caméras planait comme des abeilles autour du miel. Hamilton se tenait près du podium dans un tailleur crème, sa posture gracieuse mais féroce. Milton ajustait ses boutons de manchette à côté d'elle, le plus léger tremblement de ses doigts trahissant sa nervosité. Robinson, assis parmi les dignitaires de l'État, semblait plus petit dans son costume sombre mais plus grand d'esprit que quiconque dans la pièce. Chamberlain était assise à côté de lui, serrant son petit sac argenté, le cœur battant lorsque l'annonceur appela leur nom, les jumeaux Robinson, innovateurs de l'année. Lorsque les applaudissements commencèrent, ce fut comme un tonnerre roulant à travers le temps. Les talons d'Hamilton claquèrent sur la scène alors qu'elle parlait de la façon dont la grandeur grandit dans des endroits silencieux. Milton suivit, parlant d'honnêteté et d'endurance. Leurs mots s'entremêlaient comme les deux moitiés d'un même battement de cœur. De la foule, la vision de Chamberlain se brouilla. Elle avait un jour quitté cet homme, ses enfants, la foi elle-même. Maintenant, elle regardait le monde se lever pour honorer le foyer qu'elle avait abandonné. Robinson posa légèrement sa main sur la sienne, la ramenant à la réalité. Il murmura que l'amour avait d'étranges manières de rentrer à la maison, parfois avec des médailles. Après la cérémonie, les journalistes les assaillirent. Les flashs éclataient sur des visages souriants. Hamilton remercia la fondation qui soutenait les petits agriculteurs, Milton remercia leur père. Robinson rougit lorsque les caméras se tournèrent vers lui, marmonnant qu'il ne construisait que des chaises, pas des empires. Plus tard, à l'hôtel, Chamberlain s'attarda près de la fenêtre, regardant la silhouette de la ville scintiller. Robinson la rejoignit avec 2 tasses de café. Elle lui dit qu'elle ne s'était jamais sentie aussi petite et aussi fière en même temps. Il répondit que l'humilité et la fierté peuvent vivre en paix lorsque l'une s'incline devant l'autre.
Elle rit doucement, un son presque jeune à nouveau. Pour la première fois, la nuit ne lui rappelait pas la perte, elle vibrait d'accomplissement. L'automne charria de l'or à travers les arbres quand Hamilton insista pour que son père la suive au garage. À l'intérieur attendait quelque chose recouvert d'un drap de lin. Milton se tenait à côté, souriant comme un enfant gardant un secret. Quand ils retirèrent le tissu, Robinson recula, sans voix. C'était une voiture électrique, faite à la main, élégante, ses panneaux en chêne poli incrustés de filigrane de cuivre. Le volant brillait avec ses initiales gravées dans le bois. R.C. Hamilton lui dit qu'elle était alimentée en partie par un nouveau système de batterie qu'ils avaient conçu en son honneur, parce que ta force nous a maintenus chargés. Milton ajouta que le design en bois symbolisait jusqu'où l'artisanat pouvait voyager lorsqu'il était guidé par le cœur. La gorge de Robinson se serra. Il fit lentement le tour de la voiture, passant une main calleuse le long de sa courbe. Il rit, puis pleura sans honte. Il dit qu'il n'avait pas besoin de la voiture, il avait seulement besoin de ce moment, de savoir que son amour était devenu mouvement. Chamberlain se tenait sur le seuil, les larmes soigneusement retenues. Elle se souvint s'être moquée de ses mains, les qualifiant d'inaptes à l'élégance. Maintenant, le monde construisait des machines inspirées par ces mêmes mains. Ce soir-là, Robinson conduisit la voiture le long de la route de la vallée, le vent sifflant comme un souvenir devenu doux. Chamberlain était assise à côté de lui, les cheveux flottants, le sourire fragile mais réel. Elle murmura qu'il avait toujours été riche, seulement elle avait été trop aveugle pour voir la monnaie de la gentillesse. Il répondit doucement que certaines richesses nécessitent du temps pour mûrir, comme le pardon, ou le bois laissé assécher. Quand il revint, Hamilton le filma en train de sortir, riant alors que les voisins se rassemblaient pour l'acclamer. Les phares baignaient la maison d'une teinte dorée, comme la preuve que le travail acharné pouvait briller. La maison exhalait la paix cette nuit-là. Le dîner se déroula avec de doux rires, sans aucune aspérité. Après que les jumeaux furent montés, Robinson et Chamberlain portèrent des tasses de thé sur le porche. Des lucioles tissaient de brèves constellations dans le jardin. L'air sentait la pluie et la terre fraîche. Chamberlain traça des cercles sur le bord de sa tasse, puis le regarda pleinement. Sa voix trembla lorsqu'elle lui demanda s'il la détestait encore. Il prit son temps avant de répondre. Les années lui avaient appris le poids du silence. Finalement, il dit que la haine n'avait jamais construit de foyer, elle ne faisait que brûler ceux qui existaient déjà. Elle avoua qu'elle avait été cruelle par peur, qu'elle avait confondu la richesse avec la valeur, les applaudissements avec l'amour. Il hocha la tête, les yeux fixés sur l'horizon où la lune avait commencé à se lever. Il lui dit que le pardon n'est pas un cadeau, c'est une reconstruction, planche par planche. Et elle avait commencé à reconstruire le jour où elle était revenue. Elle tendit la main à travers la petite distance qui les séparait, ses doigts trouvant sa paume rugueuse. Il ne se retira pas. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que le thé refroidisse, jusqu'à ce que la nuit les enveloppe d'une douce acceptation. À l'intérieur, les jumeaux travaillaient tard, leur rire s'échappant par la fenêtre de l'étage. Chamberlain les écouta et réalisa que la paix ne rugissait pas, elle murmurait. La lumière du porche vacilla, et pour une fois, elle ne vit pas une imperfection, elle vit un rappel que même la lumière tremble mais continue de briller. Les saisons commencèrent à passer plus vite, comme elles le font lorsque le bonheur prend racine. Harvest Link s'étendit au-delà du Kentucky, dans les États voisins, puis à l'étranger. Des contrats arrivèrent d'Afrique, d'Europe, de nations qui ignoraient autrefois les petits agriculteurs. Hamilton voyageait constamment, conférences de presse, sommets, vols qui brouillaient les jours en nuages. Milton gérait la branche technologique, encadrant des dizaines de stagiaires. Leurs emplois du temps étaient brutaux, pourtant chaque dimanche, ils rentraient à la maison, ordinateur portable fermé, prêts pour le dîner à la longue table en chêne que Robinson avait construite des décennies plus tôt. Il aimait ces dimanches plus que tout. Il les regardait échanger des histoires sur des accords mondiaux, leurs voix animées, et s'émerveillait qu'ils se disputent encore pour savoir qui méritait la plus grosse part de tarte. Chamberlain l'aidait dans le jardin, ses ongles toujours bordés de la terre qu'elle avait autrefois méprisée. Il plantait des tomates, des poivrons et des herbes. Parfois, elle surprenait des voisins la regarder, des gens qui se souvenaient de son arrogance d'il y a des années. Elle ne sourcillait plus sous leur regard. Un après-midi, alors qu'il travaillait parmi les rangées de verdure, Chamberlain dit à Robinson qu'elle avait réalisé que l'humilité n'était pas une faiblesse, mais une discipline. Il sourit, répondant que c'était peut-être aussi un héritage, puisque les jumeaux la portaient si naturellement maintenant. Plus tard, ils passèrent devant un nouveau chantier de construction,
la tour Robinson. Elle s'élevait de la terre comme une promesse tenue. Hamilton avait insisté pour que le nom honore leur père. Lors de la cérémonie d'inauguration, les flashs crépitèrent à nouveau. Robinson se sentit mal à l'aise parmi les dignitaires mais sourit lorsqu'Hamilton lui murmura que les fondations de la tour contenaient de la terre de leur ancien jardin. Chamberlain se tenait près de lui, applaudissant alors que des larmes coulaient silencieusement. Elle comprenait maintenant, la richesse n'était pas la tour, ni les applaudissements, c'était cette gravité partagée qui ramenait leur famille ensemble, peu importe jusqu'où la vie les étirait. Milton la rencontra lors d'un sommet technologique en Ohio. Elle s'appelait Selena, une ingénieure en logiciel avec un rire qui sonnait comme la lumière du soleil. Elle admirait sa discipline tranquille plus que sa célébrité, et il admirait la façon dont elle résolvait les problèmes en écoutant d'abord. Leurs conversations dérivèrent du code à l'enfance, de l'ambition à la fois. Milton se retrouva à lui raconter des histoires sur l'atelier de son père, sur les leçons dans la boue et les nuits à la lueur des bougies. Elle écouta sans pitié, seulement avec respect. Quelques mois plus tard, il l'amena à la maison. Robinson la jaugea doucement, comme le font les pères lorsque l'histoire leur a déjà appris la prudence. Chamberlain l'étudia aussi, remarquant comment les mains de Selena s'offraient pour aider sans qu'on le lui demande. Le dîner fut animé. Hamilton taquina son frère, disant qu'il avait enfin rencontré quelqu'un d'assez patient pour égaler ses silences. Selena rit facilement, gagnant l'affection de tous. Après qu'elle et Milton furent partis ce soir-là, Chamberlain se tourna vers Robinson et dit que Selena était du genre à rester. Il acquiesça doucement. Le mariage eut lieu sous les chênes près de la cabane restaurée. Simple, chaleureux, rempli de musique et de l'odeur des roses. Hamilton était la témoin, les yeux brillants de fierté. Robinson conduisit son fils le long de la courte allée, s'arrêtant une fois pour retenir ses propres larmes. Lorsque les vœux furent échangés, Chamberlain sentit le cercle complet de la grâce se refermer doucement autour d'eux. La femme qui mesurait autrefois l'amour en diamant le voyait maintenant mesuré en dévotion. Ce soir-là, des lanternes pendaient aux branches, et les rires ondulaient dans la vallée. Robinson murmura à Chamberlain qu'autrefois, elle aurait manqué cela. Elle hocha la tête, répondant qu'elle ne savait plus comment elle aurait pu. Quelques mois plus tard, Hamilton fut invité à prononcer le discours d'ouverture d'une conférence nationale sur l'innovation. La salle était bondée d'entrepreneurs, d'étudiants et de caméras. Milton se tenait au bord de la scène, aussi fier qu'un frère puisse l'être. Quand Hamilton parla, sa voix portait le rythme de l'expérience, calme mais autoritaire. Elle leur dit que la véritable innovation naît de la nécessité, et que la nécessité est un autre mot pour la lutte. Elle décrivit comment la maison d'un menuisier dans le Kentucky avait élevé des rêveurs qui avaient appris à transformer la faim en invention. Chaque mot peignait l'histoire de leur père en or. Elle parla des nuits remplies de sueur, des leçons apprises sur un bureau en bois. Milton suivit, ajoutant que chaque cicatrice que leur famille portait leur avait appris une nouvelle forme de grâce. La salle éclata en applaudissements qui semblèrent durer une éternité. Les journalistes les appelèrent les « jumeaux miracles ». Chamberlain regardait depuis le premier rang, les yeux humides. Robinson était assis à côté d'elle, lui serrant la main avec une fierté silencieuse. Il se pencha près d'elle, murmurant que peut-être la plus grande innovation de toutes était l'amour apprenant à se réparer lui-même. Quand la cérémonie se termina, ils retournèrent en coulisses. Hamilton serra sa mère dans ses bras sans hésitation. Milton se joignit à eux, les enveloppant tous les deux. Pour la première fois, l'étreinte semblait naturelle, non forcée, une famille non pas en train de jouer la réconciliation, mais de la vivre. Dehors, le flash des caméras peignait l'air de lumière. Chamberlain ne recula pas cette fois, elle sourit, non pas comme une femme en quête de rédemption, mais comme une femme qui avait enfin trouvé sa place. La lumière du matin trouva Robinson sur le porche, lisant sa Bible, ses lunettes perchées sur le nez. Chamberlain sortit avec 2 tasses de thé. L'air sentait le jasmin, le monde semblait doux. Elle lui dit qu'elle avait pensé au passé, à la faim, à la solitude, au choix qui avait coupé trop profondément. Il écouta, les yeux bienveillants, répondant que regarder en arrière n'avait de sens que si cela renforçait la gratitude. Ils s'assirent ensemble, regardant la brume se lever des champs. Elle admit qu'elle craignait que le temps ne l'emporte avant qu'elle n'ait réparé ce qu'elle avait brisé. Il gloussa doucement, disant que l'amour ne tient pas de registre. Hamilton arriva plus tard avec Milton et Selena, apportant des paniers de petit déjeuner. Ils mangèrent ensemble sous le chêne, les rires résonnant contre les collines. L'ancienne cabane brillait d'une peinture fraîche,
sa plaque captant la lumière du soleil, descendre à l'Empire. Chamberlain regarda autour d'elle, les visages qu'elle avait failli effacer, et pensa que c'était la richesse qu'elle avait poursuivie toute sa vie sans en connaître le nom. Robinson se pencha en arrière, les yeux mi-clos, murmurant que le passé n'était plus une blessure mais un verset dans l'hymne de leur famille. Les autres se turent, laissant le moment respirer. Un oiseau chanta quelque part au-dessus, et le vent tourna les pages de sa Bible ouverte sur les psaumes, comme si même le ciel était venu écouter. Les années passèrent doucement, leurs arêtes adoucies par le contentement. Les jumeaux étaient devenus des personnalités mondiales, les magazines imprimaient leurs visages, les gouvernements sollicitaient leurs conseils, mais chaque succès les ramenait sur la même route de la vallée. Un soir doré, la Tesla s'arrêta en douceur devant la cabane restaurée. Le soleil était bas, déversant une lumière épaisse comme du miel sur les collines. Hamilton sortit la première, ajustant ses lunettes de soleil, suivi de Milton et Selena, qui portaient des paniers de nourriture. Sur le porche étaient assis Robinson et Chamberlain, aux cheveux gris maintenant, les mains entrelacées. Leur sourire était du genre calme qui vient des batailles pardonnées depuis longtemps. Milton cria, taquinant que la route se souvenait encore de chaque bosse de leur vélo d'enfance. Hamilton rit, disant que même la poussière semblait familière. Ils se rassemblèrent autour de la table du porche. Robinson raconta des histoires, des jumeaux tout petits volant des clous de sa boîte à outils, de la première tentative désastreuse de Chamberlain de faire du pain à son retour. Tout le monde rit aux larmes. Alors que le soleil se couchait, le ciel devint bronze, puis violet. Chamberlain posa sa tête sur l'épaule de Robinson et murmura qu'ils y étaient arrivés. Il la corrigea doucement, disant que c'était l'amour qui y était arrivé. Un silence suivit, non vide mais sacré. Les jumeaux s'assirent près d'eux, tenant les mains de leurs parents. La brise portait l'odeur de pain et de foyer. Quand les premières étoiles s'éveillèrent, Robinson murmura la même phrase qu'il avait prononcée des décennies plus tôt, la patience construit des miracles. Et là, sous un ciel peint de souvenirs, leur histoire se referma, non sur une fin, mais sur une continuation. Car chaque cœur guéri ce soir-là porterait un fragment de leur héritage, que l'amour, un jour moqué, peut reconstruire des empires, que le pardon, un jour murmuré, peut surpasser n'importe quelle fortune. La nuit s'approfondit. Les rires s'adoucirent. La lumière du porche vacilla doucement, comme une bougie refusant de mourir. Et dans cette lueur finale, la famille Robinson était assise ensemble, preuve que le temps, bien que cruel, peut être miséricordieux lorsqu'on l'affronte avec foi. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir votre avis, quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.